D'accord, donc voilà. Donc bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir. Et, en ma qualité de président du conseil d'administration, je pense que le visage vous dit quelque chose déjà, y compris mon nom de famille, Providence. Et mon prénom, c'est Christophe, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et c'est un plaisir, hein? Donc, on est dans cette rencontre de pré-rentrée de nos enseignants. On va vraiment faire bien et vite pour ne pas vous retenir trop longtemps. En vous présentant d'abord tout ce qui va être discuté. Il y a 3 points à l'ordre du jour. Le premier, ça va concerner un petit rappel sur les règles, les consignes à l'IUS, puisque l'IUS, c'est un modèle, nous avons un modèle, et donc il y a des choses qu'il faudra rappeler aux collègues. Et pour ce point, déjà, je crois que le responsable académique, le docteur Fred Selimène, il va vraiment rentrer dans les détails avec vous. Je suppose que vous avez déjà reçu le document signé du responsable académique pour vraiment alerter, hein, attirer votre attention sur un ensemble d'éléments, hein, de notre modèle. Et puis par la suite, très brièvement, je vais vous présenter les outils qu'on va utiliser, que vous êtes maintenant tous, hein, habitués déjà à Google Classroom, à Google Agenda, etc. Et parallèlement, nous sommes en train de travailler sur une véritable base de données. Hein, c'est vraiment sur Airtable. Airtable, c'est vraiment un logiciel no-code avec une plateforme, on va dire, no-code, avec vraiment d'options illimitées, hein, de capacité à vraiment faire évoluer notre modèle. Et donc, oui, il y aura également des changements de ce point de vue-là. Je vais vous en dire plus moi-même un peu plus tard. Et puis, pour tout ce que vous aurez comme question, ben, ça va être avec plaisir. Troisième point, question. Hein? Bon, d'abord, question-réponse par rapport à tout ce qui va être présenté. Hein? Si vous avez bien entendu des questions. Et puis, question d'intérêt général. Et je suis sûr qu'il y a des collègues qui auraient bien aimé savoir comment est-ce que ça évolue, hein, en termes de versement au paiement pour certains, c'est déjà réglé, mais pour d'autres, ce n'est pas encore totalement réglé. Donc voilà, on verra, on pourra en discuter lors du troisième point. Voilà, donc j'espère que c'est clair. 3 points. 1, les règles. On va faire un petit rappel. 2, les outils qu'on utilise à l'IUS, que les étudiants, et je ferai un petit tour sur la plateforme pédagogique, mais vous, on va vous simplifier la vie. Donc, vous aurez tout simplement à utiliser votre mail et Classroom pour ne pas non plus, pour l'instant, en tout cas, trop bousculer les choses, hein, de ce côté-là. Mais, en même temps, il y a, bien entendu, beaucoup d'avancées, hein, en matière parce qu'on aura vraiment une nouvelle plateforme bientôt. Nous aurons à vraiment permettre à nos étudiants d'évaluer, hein, en tout cas, d'apprécier de préférence nos enseignements, à nous également d'évaluer nos étudiants, et tout ça va passer par la plateforme, on va dire la base de données de l'IUS. Voilà, donc Fred, est-ce que tu es prêt? Tu viens et présenter le premier point? Oui, j'ai des Le petits soucis, je responsable m'excuse académique. déjà. Bonjour. Voilà.
à tous. On ne t'entend pas bien, Fred. Voilà, c'est ça qu'a dit. Bon, Fred, tu as un souci de connexion, Bonjour à visiblement. tous. J'ai un petit souci avec ma caméra. Vous voudrez bien m'excuser, mais je pense que la caméra, mon portrait, voilà. Vous m'entendez, les autres m'entendent? Là, ça va, Fred. Vas-y. Allô? Je ne t'entends plus de mon côté. Tu as arrêté de parler. Fred? Ah, d'accord. De ton côté. On t'écoute. Je ne sais pas pourquoi. Date. Tu veux prendre la parole? Alors, baissez la main. Je dis levez le pouce par la main. On fait de toute manière. On y va. Alors, tout d'abord, comme dans ma note en tant que responsable académique, dans ma note, je vous ai très clairement indiqué que nous sommes heureux de votre collaboration. De professeurs haïtiens qui interviennent dans la formation, dans les différentes formations dispensées par l'US. Merci encore au nom de... Vous avez reçu à l'avance. Elle est simple, elle sera rapide. Des banalités pour un enseignant du supérieur, puisque je dis c'est sur de l'IUS. Entre le point 1 que vous avez dans la note, bon, ben, alors précise, même quand vous êtes étudiant, j'insiste sur le fait que ne nous envoyez pas à moi, vous envoyez votre projet d'emploi du temps de la semaine N+1, mais il faut me l'envoyer dans la semaine N. Mais il ne faut pas me l'envoyer samedi, dimanche ou vendredi, je ne vais pas prendre en compte. Ça ne sert à rien. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi pour envoyer votre souhait pour la semaine qui suit. Donc, si vous l'envoyez vendredi, je ne prends pas. Hein, donc, vous perdez une semaine. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc, ce n'est pas chaque semaine, ce qui vous laisse une certaine flexibilité pour pouvoir gérer votre volume horaire. Hein, et j'ai ajouté toujours dans ce point 2 que vous pouvez envoyer dès maintenant, puisque nous commençons les cours la semaine prochaine. Donc, ça sera vendredi que vous allez recevoir dans l'agenda votre programme en fonction de ce que vous m'aurez donné. Donc, vous avez jusqu'à jeudi là de cette semaine pour me dire quand vous souhaitez, quels sont les créneaux horaires que vous voulez. Alors, un emploi du temps, un EDT, c'est un jour, une heure de début et une heure de fin. Des gens qui envoient des emplois du temps jeudi, ce n'est pas un emploi du temps. Ça, ce n'est pas un emploi du temps. Ou bien jeudi à 10h, ce n'est pas un emploi du temps. Par contre, jeudi de 10h à 12h, je sais que le collègue veut faire 2 heures de cours. D'accord? Donc, soyez précis dans vos propositions d'emploi du temps. Et je disais aussi toujours dans ce point 2, et j'en ai fini avec ce point 2, que vous pouvez envoyer dès le départ, si vous savez que vous avez 20 heures de cours plus 15 heures de TD, mais vous pouvez envoyer l'ensemble, vous pouvez bloquer dès le début un créneau fixe qui vous arrange pour faire vos cours, hein, puisque nous terminons les cours en début janvier pour faire les examens ET1, les ET1 fin janvier. Fin janvier, début février. Donc, vous pouvez bloquer vos créneaux dès le départ
jusqu'à épuisement de votre volume horaire. Point 3. Alors, rapidement, il y en a 10, bon, vous l'avez lu, il n'est pas bon il est même interdit de programmer des enseignements en dehors de l'administration. Parce que la comptabilité des heures est faite à partir de l'administration. Si vous programmez des heures de cours, dans le dos de l'administration, sachez qu'on ne le prend pas en compte. On ne prend pas en compte ces horaires-là. Hein? Si vous avez fait 3-4 heures en dehors de l'administration, sachez que nous ne connaissons pas, nous ne prenons pas cela en compte dans votre volume horaire. Donc, vous aurez à les refaire dans le cadre administratif. Donc, vous êtes libre d'envoyer votre créneau horaire pour l'administration et on vous bloque le créneau que vous avez choisi. Donc, soyez précis et ne faites pas d'emploi du temps dans le dos de l'administration. Quatrième point, comme vous le savez, le modèle de l'IUS, c'est en présentiel et en distanciel. Donc, l'enseignant, chaque fois qu'il commence, il doit lancer systématiquement la procédure en distanciel. Il doit activer la procédure en distanciel ainsi que l'enregistrement dès le début de son cours. Comme ça, les étudiants qui sont en retard et qui sont en distanciel vont avoir l'enregistrement, mais surtout que les étudiants pourront se repasser le cours autant de fois qu'ils le souhaitent. D'accord? Donc, c'est pourquoi, dès que vous commencez, premier geste, vous lancez l'enregistrement. Ensuite, donc, puisqu'on est en distanciel et que l'étudiant peut travailler à partir de votre enregistrement, il n'est pas du tout toléré et accepté qu'un enseignant note sur la présence de l'étudiant ou le retard de l'étudiant. Hein? Retard, surtout dans le pays dans lequel nous sommes, les problèmes de connexion, les problèmes de transport, les difficultés diverses, vous les connaissez. Donc, on ne note pas sur le retard et la présence. On notera juste sur le travail de l'étudiant. D'accord? Soit au sein des ETE, soit au sein des CC et des ETO. Cinquième point, donc on va vite, puisque tout ce que je dis là, c'est des choses relativement banales pour des enseignants. Voilà, le cinquième point, le conseil académique a voté une maquette pédagogique stabilisée. Il est donc demandé aux enseignants de ne pas modifier les intitulés des cours à leur guise. Hein, il y a les enseignants qui, oh, ce titre-là, le titre de ce cours-là ne me va pas, je mets notre titre. Non, non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans un restaurant. Hein, on ne fonctionne pas au menu. Hein, donc, il y a un cadre voté par le conseil académique, on le respecte. Point. Voilà. Alors, sixième point, l'IUS a constaté qu'il y a des présentations de syllabus qui sont vraiment... on se demande parfois, est-ce que l'enseignant a déjà enseigné ou est-ce qu'une université a toléré ce genre de présentation de syllabus? Alors, nous avons convenu au conseil académique de vous donner un modèle de présentation. On n'est pas en train de dire ce que vous devez mettre dans votre syllabus. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit en termes de forme, il vaut mieux avoir une forme harmonisée parce qu'il y en a qui envoient un syllabus sur un morceau de papier. Non, ça, on ne tolère plus ça. Et les gens qui ne respectent pas, j'en profite pour dire que les gens qui trouvent que les règles banales de l'IUS sont pénibles, eh ben, on peut se séparer. Tous les divorces ne se font pas à couteau tiré. Tous les divorces ne se font pas dans la bagarre. Les divorces peuvent se faire à l'amiable aussi. Hein. Donc, si les règles ne vous conviennent pas, il n'y a pas de problème. On se sépare bons amis. Hein. Bon, donc, nous souhaitons vivement que les règles soient respectées. Donc, on vous a donné un modèle de syllabus. Hein, et vous voulez bien le respecter. Une fois que votre syllabus est stabilisé, vous avez respecté les règles, mais vous devez déposer dans Classroom votre syllabus avant le début de votre cours. Il n'est pas normal qu'on court après un enseignant
les étudiants courent après un enseignant pour donner son syllabus. Et que l'enseignant donne son syllabus une fois que son cours est terminé. Ça, ce n'est pas professionnel. C'est quand même pas tolérable. Hein? Donc, vous allez me poser des questions hein, après, à la fin, lorsque le docteur Providence aura terminé sa présentation. On vous pose toutes les questions et puis on va les balayer. Hein? On ne veut pas esquiver les questions. Hein? Notez-les bien et nous allons faire d'une pierre plusieurs coups. Nous allons répondre à toutes les questions à la fin. Donc, j'étais au 6e point. Je vous dis, il faut déposer votre syllabus avant le début des cours de Classroom. 7e point, les horaires. Les horaires de fonctionnement de l'IS sont les suivants. Quand vous intervenez en licence, c'est du lundi au samedi de 8h à 17h. De 8h à 17h du lundi au samedi. Quand vous intervenez en master, c'est différent. Pourquoi? Très souvent en master, nous avons des enseignants, nous avons des avocats, nous avons des magistrats, nous avons des commissaires du gouvernement qui viennent en master. Donc, nous ne pouvons pas les empêcher d'exercer leur métier. Donc, pour les masters, nous commençons les cours de 14h à 20h, du lundi au vendredi, de 14h à 20h. Et le samedi et le dimanche, eh bien, nous avons les masters en cours le samedi et le dimanche, de 8h à 20h. Donc, le week-end, c'est toute la journée de 8h à 20h. Samedi et dimanche, de 8h à 20h. Mais en semaine, du lundi au vendredi, c'est de 14h à 20h. 8e point, rapidement, concerne le contrôle des connaissances. Il n'est pas normal qu'on commence un cours sans connaître les modalités de contrôle des connaissances. Donc, le contrôle de connaissances à l'IUS sont, on devrait dire, à 2 niveaux. Les CC, les contrôles de connaissances, les contrôles continus, les CC, contrôles continus. Vous devez informer vos étudiants au moins 8 jours à l'avance que vous allez faire un contrôle continu la semaine d'après. Hein? 8 jours avant, l'étudiant doit être informé. Toutes les modalités du contrôle continu est de votre responsabilité, de la responsabilité de l'enseignant. Le contenu, la durée, les modalités, tout, c'est l'enseignant qui organise ce contrôle des connaissances. Mais il a des contraintes, c'est-à-dire on demande que les étudiants soient informés. Il ne faut pas que l'enseignant arrive aujourd'hui et puis dise « allez, contrôle continu ». Non, ça ne marche pas. Il faut que les étudiants soient informés qu'il y aura un contrôle continu. Deuxième point sur le contrôle continu, l'enseignant doit faire un minimum de 2 contrôles continus dans son cours. Quand sa matière est un contrôle continu, il doit faire un minimum de 2. S'il veut, il peut en faire 10, ça c'est son problème. Mais il faut qu'il en fasse un minimum de 2. Pourquoi? Parce que dans le contrôle continu, il n'y a pas de session de rattrapage. Donc l'étudiant peut se rattraper sur le 2e CC. S'il a mal travaillé sur le CC1, il peut se rattraper sur le CC2. Donc c'est pourquoi on exige 2 CC. Et puis, n'oubliez pas que les CC doivent se dérouler dans le cadre de vos volumes horaires. Vous avez un cours, par exemple, de 25 heures, eh bien, c'est dans le cadre des 25 heures que vous devez faire les CC. D'accord? C'est dans ce cadre-là. On ne vous donnera pas des heures supplémentaires pour faire les CC. C'est dans ce cadre-là que vous devez faire le CC. Et puis, vous recevez un formulaire de l'administration qui vous envoie la liste des étudiants, et vous remplissez les notes que vos étudiants ont obtenues et vous avez une moyenne à la fin. Vous avez une moyenne à la fin que vous donnez vous-même. L'administration ne fait pas la moyenne. Pourquoi? Parce qu'un enseignant peut très bien dire mon premier CC, c'est 40%, mon deuxième CC, c'est 60%. L'administration ne peut pas le savoir. C'est pourquoi il y a une colonne qui vous demande de faire votre moyenne vous-même. Hein, la moyenne pour l'étudiant. Alors, donc, c'était pour les CC. Et il y a un examen terminal écrit qui est du même ordre que l'examen terminal oral. Ce qui les regroupe, c'est qu'il
il y a du rattrapage pour ces matières-là. Quand vous faites ce cours, vous n'avez pas de notes à donner. Vous gérez vos étudiants comme vous voulez, mais vous devez donner des sujets que l'administration va vous demander dans un formulaire. Vous donnez pour les ETE 2 sujets au choix. Il faut que les étudiants aient 2 sujets au choix de 3 heures. La période des examens ETE et ETO, la période est faite par le président, par un arrêté que tout le monde reçoit. Tout le monde reçoit l'arrêté du président qui dit que la période des examens, c'est de tel jour à tel jour. Et dans cette période-là, vos examens vont se dérouler, je dis bien vos ETE et vos ETO. D'accord? Mais en ETE et ETO, il y a rattrapage. Il y a une session de rattrapage aux ETE et ETO, contrairement au CC. Donc j'étais un peu plus long sur ce point 8, parce qu'il faut le comprendre dès qu'on commence le cours. Il ne faut pas commencer avec des CC alors que votre matière est en ETE ou en ETO. Il ne faut pas mélanger les deux règles. Là, vous comprenez bien que la formule ici pour l'IUS, c'est de citer les étudiants à travailler régulièrement et ne pas juste travailler le jour où il y aura l'examen. Donc, en les obligeant à travailler régulièrement dans chacune des matières avec les CC, nous avons des étudiants beaucoup plus sur le front, quoi, beaucoup plus motivés sur le front et toujours prêts à avancer. Alors que si on commence les cours en octobre et la prochaine fois qu'on les contrôle, c'est en janvier, fin janvier, pensez bien qu'il y en a beaucoup qui ne foutent rien, qui disparaissent, et puis qui se disent qu'ils auront le temps de voir, hein, de tout préparer à la fin. Alors, notez, hein, si vous avez des précisions à demander, n'hésitez pas. 9e point, c'est l'avant-dernier point. Quel que soit le motif de votre empêchement, ça, tout le monde a le droit d'être malade, tout le monde a le droit d'être accidenté, tout le monde a le droit d'avoir un souci de famille, tout le monde a le droit d'avoir des problèmes. On ne veut pas enlever ce droit-là. Même moi, j'ai aussi le droit, moi aussi, d'être malade. On a le droit. Seulement, pour les étudiants qui ont des difficultés à se déplacer, qui se battent pour trouver une connexion, tous les problèmes que vous connaissez, il est quand même plus correct, dès le départ, d'envoyer un message à l'administration pour dire « j'ai un problème, ce genre de problème d'empêchement, c'est vrai dans tous les pays du monde. Hein. Ce n'est pas qu'en Haïti qu'un prof a un empêchement, a un accident, est malade. Ça arrive partout dans le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas en Haïti. Donc, seulement si vous avez le problème, vous devez le signaler afin qu'on répercute immédiatement auprès des enseignants ce qui les empêche de se déplacer, à aller chercher des bornes de connexion, etc. etc. C'est pour la vie, pour rendre la vie plus facile, plus souple à nos étudiants. Et puis, dernier point, hein, le 10e et dernier, comme je vous l'avais promis, ça ne sera pas long, hein, mon intervention ne serait pas long, mais ça, voilà. Mais le 10e point, c'est pour vous dire que chaque faculté, quand vous dépendez de la faculté de droit, d'économie de gestion, ou quand vous dépendez de la faculté LSH ou FST ou en école doctorale pluridisciplinaire, vous avez un interlocuteur qui s'appelle un secrétaire pédagogique. Vous avez leur mail, vous avez leur WhatsApp, demandez les précisions. Vous avez un problème administratif, n'hésitez pas à les appeler pour que vous ayez une réponse conséquente, pertinente à vos questions. Voilà, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu mobiliser trop la parole. Je fais confiance aux collègues pour qu'ils puissent poser des questions lors de la séance des questions prévues au 3e point, après ton intervention, qui est le 2e point. Voilà, merci. Très bien, merci, Dr. Fred Selimène. Heureusement, les collègues ont reçu également le document hein, qui leur demande aussi d'être un peu sensible à tout ce que tu as déjà à présenter. Donc, je rappelle maintenant, je vais essayer de faire vite parce que de toute façon, les collègues qui ont des difficultés techniques
ils ont un interlocuteur. Hein, et le docteur Célimène l'a si bien dit, ça s'appelle un secrétaire pédagogique à l'IUS. Donc, mais je me permets quand même de rappeler les éléments les plus importants, hein, à l'IUS. Pour l'instant, nous utilisons toute la technologie de Google à travers ce qu'on appelle Google Workspace for Education. Et donc, ça veut dire que nous avons pu donner à chacun, et donc pour les collègues qui n'ont pas encore de mail, ça ne va plus tarder, un mail officiel IUS. L'avantage de ces mails, c'est qu'ils sont en illimité en matière d'espace de stockage et ultra sécurisés. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous allez partager votre mot de passe avec tout le monde et prétendre que votre mail, hein, serait sécurisé. Bon, donc, c'est la clé. Votre mail, c'est la clé. C'est sur ce mail-là que vous allez recevoir les invitations quand vous demandez à l'administration de programmer votre emploi du temps. C'est depuis ce mail-là, vous allez recevoir les notifications. Vous allez recevoir toutes les communications de l'administration via ce mail-là. Ce qu'on demande à nos chers collègues, d'abord et avant tout, c'est de toujours régulièrement visiter, hein, votre mail IUS pour toutes les correspondances concernant l'université. Donc ça, j'espère que tout le monde a bien pris note, a bien noté que c'est fondamental pour nous d'utiliser le mail de l'IUS parce que c'est sécurisé et parce que également tout le monde a accès à ce mail. Les usagers de l'IUS ont accès à ce mail. Un étudiant qui souhaite vous contacter, eh bien, c'est via ce mail qu'il va le faire parce que c'est enregistré dans sa base de données. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire attention. Autre élément, n'oubliez pas, et le responsable académique le disait à l'instant, nous sommes pour la licence à la fois en présentiel et en distanciel. C'est-à-dire, nous avons une formation hybride. Donc, vous avez certainement des étudiants qui seront à distance. Eh bien, vous ne pouvez pas, hein, chers collègues, oublier ou négliger ou pire encore maltraiter ces étudiants-là en tout simplement les ignorant. Non, il faut trouver la bonne formule pour permettre à la fois aux étudiants qui sont en présentiel, ce sont vos étudiants, et ceux qui seraient en distanciel, également vos étudiants, de profiter, de bénéficier de votre encadrement, de votre expertise. Donc, ainsi, on demanderait aux enseignants en licence, surtout, hein, d'avoir une pensée spéciale, hein, de faire attention. C'est une question d'enseignement. Moi, je vous parle en ce moment. Certes, je suis dans une chambre fermée, etc., il n'y a personne, mais j'aurais pu avoir un public juste en face de moi. Mais ça n'allait pas m'empêcher de discuter avec mon public qui serait composé des étudiants en présentiel et d'autres étudiants qui seraient en distanciel. Donc, je sais que des fois, il y a des habitudes, on va les appeler exprès, des mauvaises habitudes. Hein, un enseignant qui circule trop, qui oublie d'ailleurs, qui va au fond d'une salle et qui oublie les étudiants qui se retrouvent devant. Donc, il faut trouver la façon, la bonne formule pour permettre à tous de profiter de vos enseignements. Donc là-dessus, on sera intraitable et c'est pour ça que je vous annonce déjà qu'il y aura plusieurs éléments, on va dire enquêtes,
hein, qui, grâce à la base de données qu'on est en train de constituer, il y aura des éléments d'enquête. D'accord? Éléments d'enquête, c'est systématique, c'est automatique. Ça va être fait, hein, à plusieurs moments. Hein, vraiment, par exemple, pour nous rendre compte si les étudiants, ils comprennent. Est-ce qu'ils sont avec vous? Est-ce qu'ils arrivent à assimiler les choses? Etc., etc. Parce qu'on a constaté, en attendant juste la fin pour donner les résultats, eh bien, on a des étudiants qui sont vraiment à la traîne, malheureusement. Hein? Donc, le système en question va vous permettre à vous de mieux évaluer vos étudiants, mais également aux étudiants de nous dire ce qui ne va pas. Parce que notre mission, comme je suis sûr que vous êtes déjà très bien informés, c'est de pouvoir accompagner ces étudiants-là. Donc voilà, c'est la bienveillance. Bienveillance ne veut pas dire qu'on va tout cautionner. Bienveillance ne veut pas dire on est dans l'école, à l'école des fans. Non. Mais bienveillance veut dire que, par exemple, si l'étudiant a telle difficulté, peut-être, eh ben, il faudra reprendre telle notion. D'accord? On ne peut pas se dire que, bon, moi, je suis enseignant, je comprends, je trouve que c'est même trop facile, hein? Eh bien, je n'aurai pas à reprendre, etc., etc. D'ailleurs, la pédagogie a une petite définition sexy que j'aime bien, c'est tout simplement la science des répétitions. Donc, des fois, il est nécessaire de revenir. Au lieu de voir 50 notions avec une classe, hein, les étudiants, mieux vaut balayer 20 notions. Hein? Mais on est sûr que le message est vraiment bien passé. Donc, voilà. Alors, je me permets très rapidement de vous montrer quelle sera la vie de nos étudiants, parce que nous avons ce qu'on appelle IUS Digital, et vous allez voir que pour vous, il n'y a aucun changement, parce que votre mail et votre classroom, vous allez recevoir l'invitation. Par exemple, si un enseignant intervient dans 2, 3, 4, 5 cours, eh bien, c'est pareil. Comme d'habitude, vous allez recevoir vos invitations pour être enseignant dans ces cours-là, par mail. Et vous allez pouvoir vous connecter sur votre, depuis votre mail, hein, aller dans Classroom et dispenser votre cours. D'accord? Donc, je veux juste vous montrer très rapidement deux outils qu'on va utiliser. C'est le mail, hein, votre mail, et c'est là où on reçoit, comme moi, hein, c'est mon mail, je reçois toutes les notifications. D'accord? Donc, merci de faire attention. Il ne faut pas attendre, je ne sais pas moi, le début du cours pour vérifier votre mail. Parce que s'il y a un souci au niveau de la programmation, vous allez vous rendre compte déjà. Et certaines fois, c'est à vous de dire, d'affirmer, de confirmer que vous serez disponible pour tel créneau. Donc, vraiment, je compte sur chacun d'entre vous pour nous vraiment faciliter les choses. Donc, il faut régulièrement vous connecter. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette technologie qu'on utilise, je serai capable de voir depuis combien de temps un enseignant s'est connecté sur son mail. D'accord? Ce n'est pas pour vous espionner, mais ça fait partie des règles du jeu, hein, pour pouvoir nous permettre d'assurer la bonne qualité des choses. Donc, pour l'email, si un enseignant a une question en particulier, avec plaisir, on reviendra là-dessus. Mais je pense que tout le monde sait comment accéder à son mail. L'email de l'IUS, c'est l'email compatible à Google. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez un compte Gmail. Donc, vous pouvez l'ouvrir dans votre espace Gmail. Et donc, ça va vous aider très rapidement à retrouver vos petits.
Maintenant, en plus de votre mail, une fois que vous accédez à votre mail, il y a la mosaïque en haut et à droite, la petite mosaïque composée de 9 points, en haut et à droite, d'accord, la mosaïque en haut et à droite. Quand je clique, on tombe sur les applications Google. Je clique sur les applications Google. À ce moment-là, vous pouvez aller consulter votre agenda pour voir, par exemple, pour telle semaine, quels sont les cours, les heures, les créneaux que vous avez pour dispenser vos différents cours. Et surtout, vous allez, il y a un petit menu déroulant, hein, dans certains cas, il y a l'icône de Classroom se trouve tout en bas, il faut scroller, d'accord? Et donc, on va cliquer dans Classroom pour avoir accès aux différents cours enseignés par vous-même. Donc, vous avez vu, par exemple, jeudi, 8h et 10h, je dis n'importe quoi, 8h, 10h, vous avez tel cours, par exemple, microéconomie approfondie. Eh bien, une fois que vous voyez ça, jeudi, hein, 8h, à 8h, vous vous connectez, vous allez sur votre Classroom, vous choisissez la classe concernée, vous cliquez et vous avez déjà les étudiants puisque l'administration aura déjà paramétré tout ça. Donc, vous aurez qu'à partager des éléments et surtout pour la visioconférence qui est obligatoire puisque nous avons également des étudiants à distance et même ceux qui sont en présentiel, ils ont besoin de l'enregistrement pour pouvoir réviser le cours. C'est fondamental parce qu'on sait que on est dans un pays où il y a pas mal de difficultés et donc c'est très utile pour nos étudiants. Donc, je clique sur rejoindre le cours et ça m'ouvre. Hein, je n'irai pas jusqu'au bout. Hein, et donc, je peux très clairement accéder. Je clique sur participer à la réunion par la suite et donc, je suis connecté. L'administration lance l'enregistrement. Attention, c'est important, c'est vital même si l'administration aurait oublié, il faut vraiment demander à l'administration de lancer l'enregistrement. Je vous garantis que ça ne va pas être pour vous embêter, c'est pas ça, c'est pas le but du jeu, mais c'est pour permettre à nos étudiants de pouvoir réviser le cours et surtout ceux qui seraient en distanciel de pouvoir vraiment bénéficier du même traitement que les autres qui sont en présentiel. Donc voilà, si vous voulez, mais du côté des étudiants, regardons très rapidement, je me mets dans la peau des étudiants, ils ont tout dans leur espace. Je reviendrai tout à l'heure après et vous pouvez garder la main levée hein, et je donnerai la parole tout à l'heure. Alors, je me mets dans la peau des étudiants. Donc, un étudiant, on a regroupé tous les outils dans un même espace qu'on appelle espace apprenant. Et l'espace apprenant, dépendamment des parcours, chaque parcours, c'est un espace apprenant, eh bien, il y a ce qu'on appelle, on regroupe tout ça dans un grand espace qu'on appelle IUS Digital. Allô? Oui? Oui, il y a cette Oui, mais je disais qu'il aura la parole tout à l'heure. Oui, je vais lui donner la parole tout à l'heure. Je termine la présentation. Oui, à la fin, lors des questions. Je crois que c'était C'est ça. Bon, Fednel, je termine parce que ça ne va pas prendre trop de temps. Je préfère laisser plus de temps pour les interactions hein, et ça va nous permettre à tous d'aborder des éléments, on va dire des points d'ombre. Hein, et voilà. Non, Docteur Providence, je voulais simplement ajouter quelque chose un petit peu clé dans un endroit où vous parliez. Vas-y. Par exemple, avant même qu'un enseignant, par exemple, puisse avoir accès à Classroom et à son cours sur Classroom, quand on lui envoie
l'invitation par mail pour le cours, il doit accepter l'invitation. Et dans l'invitation, il va voir qu'il y a oui, non, peut-être, et il doit cliquer sur oui. S'il ne clique pas sur oui, eh bien, le cours ne va pas monter sur Classroom. Quand il va sur Classroom, il ne va pas voir le cours sur Classroom. Donc, il doit faire cette démarche avant. Quand on lui envoie le mail, et tout d'abord, il doit aller et dire oui, qu'il accepte. Et puis, comme ça, le cours va monter sur Classroom. Et de temps en temps, on doit rafraîchir. On doit refresh, ou en anglais, ou rafraîchir pour actualiser, pour actualiser, voilà. Et pour que les éléments puissent monter. Merci beaucoup. Voilà, mon cher, merci. Moi, je prenais pour acquis que les collègues, ils ont, puisque je crois que tout le monde est habitué. À mon avis, il y a beaucoup de D'ailleurs, celui qu'on accueille, Ewol Elisabeth, il est un spécialiste de ces choses-là. Donc, voilà pourquoi je prenais pour acquis que les collègues ont bien compris la nécessité d'être toujours connectés à leur mail IUS et de répondre si on reçoit un message. On vous demande, c'est vous-même qui avez demandé à programmer un cours de telle heure à telle heure. On vous demande si vous serez là. Eh ben, c'est un minimum de dire oui. Bon, je prenais ça pour acquis, mais c'est très bien de pouvoir le rappeler, Zidore. Donc, je termine là-dessus. En cas de, par exemple, si vous avez besoin, ah oui, je dois faire tel test, je dois déposer telle chose, etc., vous avez les secrétaires pédagogiques. Si jamais vous avez des difficultés, vous voulez partager des choses, vous avez des difficultés, ça aussi. Et en ce moment, c'est très important, chers collègues, nous sommes dans une situation depuis 2019, d'accord, avec COVID-19, bon, je ne vous apprends rien, eh bien, le métier d'enseignant a évolué. Le métier d'enseignant a évolué. Aujourd'hui, peu importe l'université à travers le monde qui se respecte, eh bien, l'université doit savoir que tout peut arriver, y compris l'impossibilité d'avoir des cours en présentiel uniquement, et donc de permettre aux étudiants d'être en distanciel et de continuer à progresser. Donc, voilà pourquoi je vous invite, certes, peut-être en Haïti, ce n'est pas encore la règle, mais déjà d'être des avant-gardistes en la matière et de jouer le jeu. C'est fondamental parce que nous avons pris des engagements et nous avons des étudiants étrangers, s'il vous plaît. Il n'y a pas que des étudiants haïtiens, tout comme dans notre équipe pédagogique, il n'y a pas que des enseignants haïtiens. Il y a des enseignants étrangers. Eh bien, il y a des étudiants étrangers. Heureusement, avec la base de données qui est en cours d'être établie, d'être créée, eh bien, vous aurez accès à un ensemble de statistiques sur votre établissement. Et donc, vous allez voir clairement non seulement votre niveau de performance, puisque ça va être également l'occasion de questionner la base de données, mais le niveau de performance des étudiants, le niveau de performance de l'équipe administrative et technique, etc., etc. Tout ceci, c'est pour permettre à l'IUS de jouer pleinement son rôle d'avant-gardiste dans ce domaine-là. Donc voilà, je ne sais pas, et je voulais vous montrer comment du côté des étudiants ça va se passer, et je me mets dans la peau de l'étudiant, je vais sur le site internet de l'IUS, www.ius.education, l'étudiant clique sur IUS Digital. Très bien. Et en cliquant sur l'IUS Digital, l'étudiant arrive sur cette plateforme avec plein d'informations, et pas que l'étudiant, le grand public a accès à ça, sauf que il y a dans faculté, quand on prend la FDEC par exemple, eh bien, le grand public n'a pas accès à ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle espace apprenant. Donc, l'étudiant de L1 FDEC,
L3 droit, L4 droit privé, je ne sais pas, eh bien, va directement dans son espace apprenant. Il est enregistré dans cet espace-là et donc il aura accès. Donc, quand je clique sur L1, LDEG, l'étudiant se retrouve dans cet espace-là. Son emploi du temps sera affiché. Donc, l'étudiant verra qu'il a cours avec M. Toto, avec Mme Tata, etc. L'étudiant verra parce que c'est ça, hein, ce que le docteur Célimène disait il n'y a pas longtemps. C'est ça. Les étudiants sont informés grâce aux maquettes pédagogiques des modalités d'évaluation. Donc, l'enseignant doit tout simplement appliquer les règles. Comme on demande à nos étudiants d'appliquer les règles, on invite nos chers collègues à respecter et appliquer et nous aider à faire appliquer les règles arrêtées par le conseil académique, pas par moi, par un conseil académique. Peut-être à l'avenir, il y a d'autres, de nouveaux collègues qui feront partie de ce conseil académique. Mais en attendant, aucune décision pédagogique ne passe en dehors de ce conseil-là. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'idées. Oui, on peut discuter et ces idées-là discutées sont présentées au conseil académique qui doit se prononcer. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas comment on passe à la caisse. Et non, il y a un conseil académique, c'est l'organe de standardisation pour vraiment nous permettre d'avoir des enseignements de qualité. L'étudiant a accès à ça. Quelqu'un qui enseigne l'introduction à la gestion, mais l'étudiant n'a qu'à aller dans sa maquette pédagogique, il sait que bon, c'est un cours en contrôle continu. Donc, il ne faut pas que l'enseignant arrive et dire à l'étudiant, c'est un cours en été haut. Non, c'est un contrôle continu. Pareil pour l'introduction à la sociologie, c'est un examen terminal écrit. L'enseignant ne peut pas dire que c'est un CC. C'est fondamental de respecter les règles. Parce que ce sont les règles qui ont fait de Harvard, qui ont fait de la Sorbonne, qui ont fait de chaque établissement qui se respecte des références dans leur domaine. Donc, on ne veut pas se prendre la tête, on compte sur chacun des collègues pour nous aider à appliquer les règles établies par le conseil académique. Et là-dessus, on n'a pas vraiment on peut toujours proposer des idées, mais les décisions du conseil académique ne sont pas discutables ou interchangeables à la guise de chacun. Donc vraiment, chers collègues, merci de comprendre ce modèle-là et de nous aider à appliquer tout ça. Donc l'étudiant, par exemple, de L2 de sociologie n'a pas accès à cet espace apprenant. Il a son propre espace apprenant. Donc, l'étudiant va voir ses cours, les cours de l'étudiant. Premier semestre, il sait qu'il a des cours. Il n'a qu'à cliquer sur un cours, disons qu'il a le cours d'anglais. À tel moment donné, il a vu ça dans son agenda. Eh bien, il clique sur le cours d'anglais, il tombe déjà dans l'espace. Alors, c'est écrit, bon, je vais retour au cours. Mais je vais voir. J'espère que ce ne sont pas les secrétaires pédagogiques qui ont modifié les éléments. Voilà. Je regarde parce que, voilà, c'est comme par exemple, pour tel cours, stage et mémoire de tel autre étudiant, etc. Bon, voilà. Donc, l'étudiant a accès directement à sa classe. Donc, je retourne direct. Voilà, ok, je suis au bon endroit. D'accord? Donc, voilà, ok. Donc, l'étudiant en L1, pareil pour un étudiant en L4, peu importe l'étudiant, il a son espace apprenant. Les étudiants, et c'est là aussi, il y a tout un débat. Pour l'instant, le conseil académique avait jugé bon de tout faire transiter par l'administration.
l'interlocuteur privilégié à la fois des étudiants et des enseignants reste le secrétaire pédagogique. C'est son rôle. Ça veut dire que on ne peut pas changer des choses, on ne peut pas décider des choses sans informer l'administration. Pourquoi? Parce que peut-être on a voulu rencontrer les étudiants de L1, mais ça prend une planification. Pourquoi? Parce qu'il faut prévoir une salle de classe. Mais l'enseignant ne peut pas décider de ça. Il faut prévoir tel dispositif. Mais l'enseignant ne peut pas décider de ça. Encore moins les étudiants. Donc, merci de respecter les règles et je vous invite. Et cet espace apprenant, je vous montre comment c'est du côté de l'étudiant. Ce sera, j'espère que j'ai accès. Voilà, j'ai accès. C'est comme WhatsApp. Il n'y aura pas de groupe WhatsApp officiel parce que WhatsApp n'est pas fait pour l'administration. Tandis que ces messages-là qu'on va faire passer par le chat de l'IUS sont des messages privilégiés, donc à haute valeur administrative. Donc, l'administration va pouvoir faire passer les messages. L'enseignant veut faire passer un message, eh bien, l'enseignant demande au secrétaire pédagogique de faire passer le message. Autre élément en dehors de ça, sachez qu'à l'IUS, il y a ce qu'on appelle la bibliothèque numérique. C'est accessible à tous les usagers de l'IUS, y compris nos étudiants. Donc, ça veut dire que nous voulons inciter nos étudiants à travailler. Je vais dans notre espace bibliothèque numérique et je compte sur les collègues qui souhaitent nous aider à téléverser d'autres documents et tout, puisque c'est une construction. Pour l'instant, nous avons des centaines de milliers de documents, mais on veut dépasser des millions de documents. Donc, si vous voulez y contribuer, eh bien, avec plaisir. D'ailleurs, ça vous fait aussi une base de données au cas où vous avez des choses à faire. Alors, on a voulu faire simple la bibliothèque. C'est classé par documents académiques, documents scientifiques. Parce qu'on est une université, ce n'est pas la peine d'avoir Timalice au pays des lettres, avoir des documents pour en réto, en philo, non, on se concentre sur tout ce qui se fait à l'université. Donc, je vous invite aussi à visiter la bibliothèque. Peut-être si vous avez dans vos recherches tel type de besoin, je prends le cas des articles scientifiques en droit, etc., en économie, eh bien, peut-être vous allez retrouver un ensemble d'articles qui vous intéressent, qui pourraient vous être très utiles pour vraiment publier. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Ce n'est pas fini comme espace, puisque c'est toujours en chantier. Donc, il y a des collègues, par exemple, je ne sais pas s'il est connecté, je fais un petit clin d'œil au docteur André-Yves, qui a partagé avec nous, et la plupart des textes sont déjà disponibles dans la bibliothèque numérique de l'IUS. Voilà, je ne veux pas être trop long. Heureusement, Fred a pris, on va dire, quelques minutes, en tout cas moins de 30 minutes. Moi, je fais autant pour vous permettre de nous poser toutes les questions sur tout ce qu'on a dit ou sur autre chose. Et merci de lever la main quand vous allez prendre la parole, et avant de vous donner et de garder la main levée pour me permettre de voir l'ordre des choses pour vous donner la parole, je tiens à signaler aux collègues que nous sommes en train de régler cette question de paiement. Donc, c'est vrai que c'est progressivement qu'on va devoir le faire parce que on a dû reporter la rentrée universitaire à cause de ce que vous savez déjà, et le ministère qui n'arrive même pas à donner les résultats.
Et donc, on n'a pas voulu, puisque sans les étudiants, on n'est pas capable de rémunérer les collègues et tout. Donc, voilà. Donc, ça va se faire progressivement. Je compte sur votre compréhension, hein, mais tout va être réglé et j'espère dès que l'université va tourner à plein régime. Donc, ça veut dire que merci encore de comprendre et de patienter au moins jusqu'à la fin de ce mois qui arrive là, le mois d'octobre. Même si on ne va pas attendre la fin du mois, progressivement, comme on a déjà commencé, on va continuer à liquider les dettes qu'on a, hein, et on espère pouvoir, bon, les collègues étrangers, et ils savent aussi, c'est un calendrier qu'on est obligé de négocier avec la banque pour pouvoir faire ça. Et donc, merci de comprendre cette situation. C'est une particularité. Je ne vais pas parler, parce que je déteste tout ce qui est comme quoi, comme c'est Haïti, comme non. Mais malheureusement, il y a des contraintes, hein, qui sont inhérentes, malheureusement, à la situation du pays et qui ne dépendent pas de nous. Voilà. Merci. On commence avec le docteur Mimsab, collègue. Avant de commencer les questions, je voulais juste dire aux collègues, ils n'ont pas encore reçu leur tableau de service. Ils vont recevoir leur tableau de service pour l'année universitaire 2024-2025 parce que nous n'avons pas encore arrêté les effectifs. Vous pensez bien que quand on a 2 étudiants dans une formation, on ne va pas l'ouvrir. C'est ça. Ce n'est pas la peine qu'on vous donne un tableau de service qui va être modifié dans quelques jours. Donc, nous attendons la fermeture. Comme le président vient de vous le dire, le ministère n'a toujours pas publié les résultats du bac, comme vous le savez. Et c'est ce qui nous a mis en retard. On aurait dû commencer les cours depuis, ou en tout cas la semaine d'intégration, demain. On aurait dû commencer demain les cours. Et la semaine d'intégration, la semaine dernière. On a repoussé tout ça parce qu'à ce jour, le ministère n'a toujours pas publié les résultats du bac. Donc, vous allez recevoir chacun votre tableau de service qui vous dit les cours que vous avez dans telle matière et telle matière. Voilà, je l'ai terminé. Voilà, merci pour cette précision. Collègue Mimsab, et par la suite, Zidore prendra la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Et monsieur le responsable académique, chers collègues, et je tiens à vous remercier, même vous féliciter pour avoir pris l'initiative d'organiser cette importante réunion, surtout académique, pour donner une longue et durable vie à l'IUS. Et en guise de question, j'aimerais bien partager avec vous une préoccupation, Monsieur le Président, surtout Monsieur le responsable académique, c'est Dr. Célimène. Et presque chaque année, ou bien chaque semestre, on a créé une nouvelle classroom pour des enseignants. Et paradoxalement, c'était des anciennes matières, même quand c'est une nouvelle promotion. Cela, à mon avis, a causé du tort en ce qui concerne la gestion des grilles de lecture. Par exemple, j'ai un cours d'aménagement et démographie en L2, sociologie. Je pourrais mobiliser 10 textes, 10 articles scientifiques. Et après avoir mobilisé ces documents-là, eh bien, rapidement, ils font partie de ma grille de lecture. Et l'année prochaine, je pourrais ajouter de nouveaux textes. Mais malheureusement, au lieu de conserver cette même classe en retirant les anciens étudiants pour ajouter les nouveaux, et on a décidé peut-être les secrétaires pédagogiques ont créé une nouvelle classe. Et donc, je dois rechercher à nouveau les textes mobilisés. Et pourtant, le fait de commencer à travailler avec ces textes-là, c'est déjà un plus du point de vue pédagogique. Et c'est pourquoi
j'aurais suggéré à l'administration de voir, techniquement c'est possible, de voir avec les secrétaires pour les anciennes matières et les anciens professeurs, c'est-à-dire si on ne doit pas changer de professeur, on pourrait garder les classrooms telles qu'elles sont et en ajoutant les nouveaux étudiants de la nouvelle promotion, si vous me permettez de faire ce pléonasme. Et très bien. Je vais ouvrir une autre parenthèse pour vous taquiner, mais je ne vais pas demander de réponse. Comment un enseignant de l'IUS pourrait intégrer officiellement, démocratiquement le conseil académique? Je n'exige pas de réponse là-dessus, mais lors d'une prochaine réunion, j'aimerais bien ajouter ce débat. Et bien à vous, chers collègues. Merci. Alors, comme c'est d'un point de vue technique, je préfère répondre tout de suite, hein, pour ne pas non plus faire patienter notre cher collègue. Alors, premièrement, tu as totalement raison. Il y a eu ce problème. Et je me demande, est-ce qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas, hein, puisqu'on était clair avec les secrétaires pédagogiques, et j'ai moi-même stabilisé les classes, les classrooms, d'accord? Et j'avais demandé à ne pas archiver ces classes. Donc, les secrétaires pédagogiques n'ont pas à modifier quoi que ce soit. Cependant, chers collègues, tu vas être d'accord avec moi que si l'enseignant ne dit rien, donc normalement, le secrétaire pédagogique doit nettoyer entièrement la classe. Parce que l'étudiant qui arrive par la suite, ça dérange de voir un message qui date il y a 1 an, 2 ans. L'étudiant va se demander est-ce que c'est à moi, etc., etc. Donc, il y va de même pour les documents. Maintenant, un enseignant qui souhaite garder ces mêmes documents peut envoyer un petit message à l'administration, donc au secrétaire pédagogique, en demandant de garder ces documents. Parce que le nettoyage prend non seulement en compte les anciens étudiants qu'il faudra enlever, mais aussi les messages qui avaient été partagés, les réponses, etc., puisque ça ne concerne pas. Oui, oui. Oui, c'était pour compléter ce que tu viens de dire. Il est très difficile de reporter d'une année sur l'autre ce qui est dans Classroom. Parce que dans Classroom, dans une année universitaire, il y a plein de choses pour une année. Il y a les notes, il y a les contrôles, il y a les textes, il y a les échanges, il y a toute une série de choses. Donc, on ne peut pas reporter, prendre comme consigne, de reporter ce qui a été fait en 2023-2024 pour 2024-2027. Surtout si l'enseignant ne fait plus ce cours-là, par exemple. Ou bien, donc, la règle, c'est qu'on nettoie. La règle, c'est qu'on nettoie. Mais que l'enseignant, c'est facile pour lui de stocker ses textes. Et une fois que l'année universitaire 2024-2025 est ouverte, il prend et il met ses textes dedans. Mais ça lui prend une minute. Ça lui prend une minute de remettre ses textes, les textes qu'il veut. Le médecin veut préciser les choses. Il a levé la main. Oui. Et j'avais bien dit, c'est pour une meilleure gestion des références. Et moi, j'ai fait le constat et la mauvaise expérience. Surtout quand on dispense 3-4 cours différents et quand ces ressources-là se trouvent sur Classroom, c'est plus facile de les actualiser, de demander à l'étudiant, ou bien on pourrait déplacer le document de telle place à telle place, dépendamment du contexte et de la thématique. Mais quand on va sur votre PC, et parfois il peut y avoir des soucis d'énergie et autres, et c'est pourquoi j'avais fait la suggestion. Mais dans le cas où on trouve que ce n'est pas normal par rapport aux règles, eh bien moi j'avais une préoccupation pédagogique tout simplement. Et j'en suis convaincu que ce serait utile. Donc, on est d'accord, hein? C'est pas que c'est pas normal, hein? Ce qu'on demande à l'enseignant. Par exemple, moi, comme enseignant,
c'est à moi de décider. Est-ce que je vais garder, je vais utiliser les mêmes textes ou est-ce que je vais en utiliser d'autres? Ben, le secrétaire pédagogique qui n'est pas à notre niveau, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un enseignant, un secrétaire pédagogique. Hein? C'est quelqu'un qui fait de l'administration. Donc, normalement, comme consigne, chaque secrétaire pédagogique doit nettoyer chaque classe. C'est ça la consigne. Sauf que l'enseignant, avant de terminer, peut dire un petit message au secrétaire pédagogique, hein, le cours est terminé, bravo, mais je souhaite que l'on garde tel ou qu'on archive les documents pour moi. Oui, surtout que ce n'est pas long. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, ça va être difficile, oui. Fred, moi, je remets chaque année mes textes. C'est ça. Chaque année. Et c'est très simple. Mais c'est comme si tu rentres dans une classe. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Tu rentres dans une classe en présentiel, le prof qui était là avant toi a laissé c'est pas du tout la même chose, docteur Célimène. C'est pas du tout la même chose. Il laisse la Je parle de meilleure gestion des ressources en matière de référence. C'est pas du tout la même chose. On va faire les deux, Imsab. Tu reproduis, tu remets dans l'année suivante. C'est ça. Non, on peut faire les deux. Il n'y a pas de problème. C'est pas contraire. Hein? C'est vraiment pas contraire. Ça prend un petit message. Hein? Imsab. Parce que si tu ne dis rien, oui, le secrétaire pédagogique ne peut pas décider à ta place. Je partage votre proposition, docteur Providence. Très bien, très bien. Donc, c'est valable pour tous les collègues. Si vous l'image prise par docteur Célimène n'arrange pas. C'est comme si j'ai acheté un livre pour dispenser ce cours-là cette année. L'année prochaine, je devrais déchirer ce livre-là. Et c'est ça la caricature présentée par docteur Célimène. Dans ce cas-là, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Je parlais de tableau que le collègue qui était avant toi a laissé sale. Il a laissé le tableau avec de la craie, il n'a pas nettoyé le tableau. C'est de ça que je voulais parler. Tu arrives dans la classe après, tu trouves le tableau chargé de choses. Cela n'a aucun rapport avec ma préoccupation, professeur. Oui, non, mais c'est en cas de changement de professeur. C'est bon. Le problème est résolu, je suppose, par rapport à la proposition du docteur Providence et du docteur Célimène. Il faut nettoyer, et là, c'est à nous de dire, moi personnellement, hein, moi, je préfère des fois, parce que nous avons un email puissant. D'ailleurs, dans chaque email, il y a un espace de stockage qu'on appelle Drive. Moi, j'organise mon Drive. Je préfère mettre mes fichiers dans mon Drive. Comme ça, je suis sûr que je retrouve mes petits plus facilement. Mais si quelqu'un souhaite que c'est l'administration qui garde, qui n'enlève pas les documents, il n'y a pas de souci. On peut faire les deux sans problème. D'accord? Vraiment, il y a... Alors, pour répondre à la deuxième... Oui. Étude efficace veut poser sur ce... Enfin, étude efficace, c'est Joalens, la fortune. Il veut aller sur cette question-là. Il voulait ajouter quelque chose. Si tu veux bien, Président, et après on passe la parole à Fedel. Bon, alors, Joalens, il n'a pas levé la main. Oui, il a levé la main, oui. Oui, mais il doit garder sa main levée, Joalens. Joalens. Chers collègues, il faut garder la main levée. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Fred, bonsour professeur Providence, bonsoir aux collègues. Bonsoir. Alors c'est par rapport, j'ai voulu faire une réaction par rapport à la question du professeur, mais j'ai mis mes propositions dans le chat. C'est pourquoi j'ai baissé. D'accord. Oui. Bon, alors oui, comme on a dit, on peut faire les deux. On peut vraiment faire les deux. Parce que c'est comme quelqu'un, parce qu'il y a des collègues et on les encourage à prendre le train en marche. Il y a des collègues qui sont un peu en retard, je dis bien en retard par rapport à l'utilisation. Pas seulement en Haïti, rassurez-vous, c'est partout à travers le monde. Il y a des collègues qui sont un peu, qui ne sont pas trop à l'aise à manipuler les outils numériques et tout et tout. Donc, à ce moment-là, il faut que les collègues disent à chaque secrétaire pédagogique de garder telle note de cours, tel document, etc.
Alors, il y a la deuxième question du collègue. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'IUS, tout est annoncé à l'avance. Tout est clair à l'avance. Donc, pour savoir comment faire partie du conseil d'administration, on a des collèges. Il y a collège enseignant, vacataire, collège enseignant permanent, collège étudiant, collège et administratif et technique. D'accord? Et il y a des élections qui s'organisent, bon, pas tous les jours, puisque hein, vous le saviez. Donc, il y a des élections, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que soit cette année ou début de l'année prochaine, il y aura de nouvelles élections. Donc, à ce moment-là, c'est à chacun, parce que les collègues représentent leur collège au sein du conseil. Il n'y a pas que le conseil académique. Hein. On a deux conseils, les deux. Hein. Il y a des règles pour pouvoir intégrer les conseils, à la fois conseil d'administration et conseil académique. Donc, je vous invite à lire dans les livrets d'étudiants, n'importe où on a mis les éléments où on explique la composition de chaque conseil, d'accord, en termes de collège, hein, combien d'étudiants, combien d'enseignants, etc., pour vraiment organiser l'établissement. Oui? C'est dans les statuts. C'est dans les statuts, mais c'est dans les livrets également, les livrets d'étudiants. Hein? Parce qu'on a parlé de ces conseils-là dans les livrets des étudiants. Oui. Mais effectivement, pour avoir plus de détails sur les collèges, etc., et l'élection, combien de temps la personne est élue, etc., comment ça se passe, eh bien, il faut vous référer au statut. Et pareil, comme pour les livrets, les statuts sont accessibles gratuitement sur nos sites Internet. Il y a le site principal, il y a les statuts, et sur les autres sites, que ce soit la bibliothèque ou autre, vous allez retrouver les statuts. Et on fait même, on va plus loin, on pousse le bouchon assez loin. Vous pouvez même solliciter à ce moment-là l'aide, parce que les étudiants retrouvent ces statuts plus facilement. Donc, vous pouvez même demander à un étudiant de vous trouver les statuts de l'IUS. Donc, ça va être très simple pour nous, ou pourquoi pas, et on peut demander à un secrétaire pédagogique. Voilà. Merci, Dr. Providence, pour les informations. Et vous allez nous dire quand est-ce que le mandat du président va arriver à terme. Ce n'est pas la peine de répondre. Merci. Le mandat du président? Bon, eh bien, ok, chers collègues. Donc, je t'invite déjà à lire les statuts. Tu vas voir quel est son rôle, comment tout est organisé, d'accord? Et tu auras une idée de son mandat, sur son mandat, et quand est-ce que ça va être renouvelé, et comment, voilà, à partir des élections, comment ça s'organise. Mais j'annonce et je dis à tous de faire vraiment attention. Le modèle de l'IUS, c'est un modèle collégial. C'est les enseignants-chercheurs qui décident, principalement les enseignants permanents. D'accord? Donc, par exemple, à l'IUS, il y a les professeurs d'université, il y a le corps des maîtres de conférences. C'est vrai qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore les moyens pour recruter, mais on va le faire, ne vous inquiétez pas. Ce sont les deux corps parmi les enseignants qui sont stables. Ils sont nettement bien représentés dans le conseil. Et puis, il y a le corps des enseignants vacataires qui sont également représentés. Et puis, on retrouve les autres collèges. Collège étudiant, collège personnel, administratif et technique.
Et comme on a dit que c'est un modèle collégial, ça veut dire que le collège qui a vraiment le plus de poids dans notre modèle, c'est le collège enseignant. Parce qu'on ne va pas demander à un cordonnier de nous faire à manger. Donc, comme on est au niveau académique, eh bien, ce sont les académiques qui doivent donner le ton et orienter les autres. Voilà un peu pour vraiment compléter ma réponse. Voilà. Alors, Zidore, je crois qu'après toi, ça va être notre cher collègue Ismaël. Zidore. Merci, Monsieur le Président, que je salue, ainsi que le responsable académique et les collègues. Alors là, je vais prendre un petit peu de temps et puis arborer mon chapeau de dirigeant de l'IES pour revenir et compléter certaines informations fournies par le docteur, alors les docteurs Célimène et Providence par rapport au vécu, parce que là, je vis un certain nombre de choses chaque jour. Donc, on va un petit peu élaborer pas longuement, mais c'est important là-dessus. Par exemple, les contrôles continus. Alors, dans toutes les universités en Haïti, et si je ne m'abuse, et on fait intra, on fait final. Donc, dans la tête des gens, et à l'université, c'est intra, c'est final. Donc, ils n'ont pas contrôle continu, ils n'ont pas ETE, ETO. C'est pourquoi les docteurs Providence et Célimène ont insisté sur le fait que les enseignants doivent au départ dire aux étudiants, et ceci même dans leur syllabus, et voilà, ce cours est un cours en ETE ou ETO ou CC. Donc, les étudiants savent à quoi s'en tenir, bien entendu. Bon, s'ils ne savent pas, ils n'auront qu'à demander c'est quoi un CC, c'est quoi et machin, etc. Donc, pour les CC, le docteur Célimène l'a précisé, il faut 2 notes minimum par étudiant. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignant doit obligatoirement organiser 2 CC. L'enseignant peut organiser 5, 6 CC. L'enseignant peut même organiser des CC pour une partie de sa classe. Parce que s'il y a une partie qu'il trouve bien, qu'il trouve correcte, qui est déjà bien avancée, eh bien l'enseignant peut continuer à évaluer les autres étudiants pour trouver de bien meilleures notes pour les autres étudiants. Parce que ça compte, c'est important pour l'enseignant d'avoir une classe qui travaille, qui a de bien meilleures notes, des notes que les étudiants ont fait et que ce n'est pas l'enseignant qui lui donne une note, mais que l'étudiant a bataillé dur pour avoir cette note, pour avoir sa note. Et ça, c'est très important pour nous également au niveau de l'IS, au niveau de l'université. Donc, en ce sens, surtout pour les étudiants qui sont en première année, en L1, donc ils sont arrivés du secondaire, ils ne sont pas habitués avec ce modèle et certaines fois, vous allez retrouver de grandes difficultés malgré le fait qu'on va insister chaque jour pour leur dire il ne faut pas rater un CC, il ne faut jamais rater un CC. Mais expérience faite, ça va arriver jusqu'à la fin de l'année. Ils vont toujours poser la question quand est-ce qu'on va composer et c'est sur quoi on va composer, etc., etc. Mais nous, de notre côté, au niveau des antennes et les secrétaires pédagogiques, on va faire notre travail. On va continuer à les sensibiliser là-dessus, mais on veut faire appel à l'indulgence des enseignants et qu'ils comprennent un petit peu ceux-là qui sont surtout en L1 et parce que ça va manquer des examens, ça va rater des examens, etc., qu'ils comprennent un petit peu, bon, pas tous les jours, parce que, bon, un enseignant ne peut pas tout le temps reprendre, mais on fait appel à l'indulgence des enseignants. Et puis, pour les
les classes qui n'ont pas beaucoup d'étudiants, parce que s'il y a beaucoup d'étudiants, ça va être un petit peu difficile. Et on aimerait que les enseignants personnalisent un petit peu leur rapport avec les étudiants. Que l'étudiant comprennent que l'enseignant, c'est quelqu'un qui lui est proche, c'est un ami, c'est un guide, c'est quelqu'un qui lui est proche, qui est à son écoute, qui l'écoute quand il y a un problème, quand il y a une difficulté. Je me rappelle, il y a eu une étudiante qui, dans un cours, a failli basculer, mais quand l'étudiant a compris, quand le professeur a compris, il lui a dit de s'asseoir, et puis après, on l'a pris et on lui a parlé, etc. Et on a compris son problème, et puis après, on a vu que c'était l'étudiante qui a eu la meilleure note de sa classe. Mais c'est parce que non seulement nous autres de l'administration, on est proches, mais également l'enseignant qui, lui, est beaucoup plus proche, et ceci chaque jour, et à chaque cours est avec l'étudiant. Donc, l'enseignant, lui, il était également là. Et puis, on aimerait que nos enseignants, qu'ils permettent aux étudiants, alors ça se fait, beaucoup d'enseignants le font, je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup d'enseignants le font, et qu'ils permettent aux étudiants de participer à leur formation, de prendre une part très active à leur formation, en leur donnant des recherches à faire, des travaux à faire, etc. Et que ces étudiants, que les enseignants apprennent également des étudiants, parce que c'est pas mauvais d'apprendre de ces étudiants. Au contraire, ça valorise le travail que vous faites. C'est parce que vous faites un bon travail qui fait que vous arrivez à apprendre de vos étudiants. Et puis, on aimerait dire que l'IUS, c'est une université laïque. L'IUS est laïque. Donc, la question de religion, ça peut être soulevé, oui, à l'IUS, mais c'est dans un cadre académique. C'est dans le cadre de la formation. Mais le samedi, le dimanche, le lundi, tout ça, ce sont des jours. Ce sont des jours et déjà l'IUS fixe les jours pour les cours et les créneaux, que ce soit pour la licence, les licences professionnelles ou initiales, et le master. Donc déjà tout le monde, on sait, bien, à l'IUS, c'est laïque, et la question de religion n'est pas prise en compte ni pour l'enseignant ni pour l'étudiant. Bon, un étudiant peut être protestant, catholique, vaudouisant, etc. Ça, c'est son droit. Mais à l'IUS, il n'y a pas de question de religion. Et la dernière chose que j'aimerais faire valoir, c'est que les cours se font, comme a dit le docteur Providence tout à l'heure, les cours se font en présentiel et surtout en licence. Les cours se font surtout en présentiel. Bien entendu, il y aura toujours des étudiants en distanciel, surtout cette année, on a des étrangers en Afrique, au Canada, aux États-Unis, etc., qui seront avec nous. Donc, ces étudiants seront en distanciel, bien entendu. Donc, la question de présence, d'absence, etc., et ça ne compte pas. On enregistre ces cours et puis les étudiants, ils sont là, et tout simplement. Donc, les enseignants, et surtout en licence, alors, il y a des enseignants qui sont réputés être en distanciel, et le conseil académique le sait bien. Mais pour les enseignants qui sont totalement en présentiel, qui sont enregistrés pour être en présentiel, eh bien, s'ils veulent changer de présentiel à distanciel, ils doivent informer l'administration, ils doivent informer le conseil académique avant de changer de présentiel
à distanciel. Parce que certaines fois, ça arrive que les étudiants, ils sont sur place, ils attendent l'enseignant, et puis l'enseignant, lui, il est en distanciel, il est sur la plateforme, et les étudiants, eux, ils sont dans la salle à attendre l'enseignant. Donc, pour mieux faire, si un enseignant réputé être en présentiel, il veut faire un cours en distanciel, il doit l'annoncer par avance. Et puis, dernièrement, j'inviterai les collègues, et surtout les collègues qui enseignent des matières de chiffres, etc., et à utiliser, s'ils ne le savent pas, à apprendre à utiliser le tableau blanc, parce que souvent, les étudiants qui sont en distanciel, ils vont avoir beaucoup de difficultés à regarder le tableau quand vous écrivez sur un tableau dans la salle de classe. Mais si vous utilisez un tableau blanc mis à votre disposition, bien entendu, par Google, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Tous les étudiants vont pouvoir suivre en même temps. Bon, ça mérite peut-être une préparation à l'avance, mais certaines fois, il faut bien le faire. Et si c'est possible même d'utiliser une présentation, de faire une présentation PowerPoint, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire, parce que expérience vécue, et ça a apporté beaucoup aux étudiants, et surtout les enseignants qui utilisent le tableau blanc, et les enseignants qui utilisent des présentations pour leur cours. Voilà, merci beaucoup. Ok, Fednel, et j'insiste là-dessus, nous n'avons pas uniquement des étudiants en licence en présentiel. C'est fondamental. Un enseignant qui est affecté à l'antenne de Jacmel, par exemple, qui doit enseigner à des étudiants en présentiel qui sont à Jacmel et d'autres étudiants en distanciel, il doit vraiment prendre la peine, se donner la peine d'aller directement à l'antenne, où on va tout mettre en œuvre pour faciliter sa connexion également en distanciel. Donc, merci de ne pas, à la dernière minute, décider de changer des choses. Parce que sinon, les cours seront annulés, puisque les consignes sont claires, puisque nous avons des étudiants. Donc, on va devoir reporter certains cours, et vous aurez des difficultés à boucler. Surtout, n'oubliez pas, il y a des périodes qui sont arrêtées. Et donc, quand on veut vraiment bien faire les choses, on se donne les moyens. Donc, on compte sur chacun d'entre vous, parce que du côté de l'administration, les consignes sont claires, et vous aurez régulièrement on sera informé, on sera informé régulièrement. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser une base de données très puissante, et nous allons régulièrement demander à nos étudiants, aux enseignants, à tout le monde, quoi, de nous fournir des informations sur l'état d'avancement des choses. Parce que si on trouve qu'il y a tel élément qui ne passe pas, qui n'est pas correct, qui ne respecte pas les normes, etc., on va tout de suite intervenir pour vraiment stopper ou limiter les dégâts. Donc, vraiment, je vous invite, je compte sur chacun d'entre vous. Je sais que vous êtes déjà, vous avez fait la preuve, déjà, votre preuve déjà. Je vous invite à continuer, à vous améliorer et à délivrer cette marchandise. D'accord? Donc, voilà, Ismaël Saint-Amour. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci. Et bonsoir, chers collègues. Je tiens à vous féliciter et exprimer ma reconnaissance pour le travail exceptionnel que vous faites. En fait, ma question est le suivant. J'aimerais savoir, pour les cours en distanciel, notamment en FST, est-ce qu'il sera obligatoire que les étudiants en distance, à part du salon, en présentiel, sera en laboratoire? Parce que j'ai un cours de réseau et système, donc pour éviter tout problème, les TD, quand j'ai fait les TD, pour éviter des problèmes.
OK. Alors, merci pour la question. On est en train de travailler sur, comme on dit souvent, et c'est le plus grand défi des universités de disposer de capacités d'accueil à tous les niveaux. Mais en même temps, on a vu que avec Covid, comme je l'avais dit, on peut augmenter de manière exponentielle la capacité d'accueil par la technologie. C'est comme une compensation. Donc, les étudiants qui sont en présentiel, ils auront accès à un ensemble de ressources, mais ceux qui sont à distance sont tenus également d'avoir accès à des ressources, à leurs propres ressources. Donc, ça veut dire que l'enseignant, le grand défi, c'est quoi? C'est de synchroniser, de pouvoir synchroniser les choses. Parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont en distanciel. Aujourd'hui, peu importe l'enseignement, peu importe le domaine qu'on va choisir, peu importe et ce qu'on fait, aujourd'hui, il y a moyen d'utiliser le digital pour faire passer le message. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il existe des cours de vidéo, des choses qui expliquent de manière très simple, surtout en matière technologique, qui expliquent les choses, comment on met deux ordinateurs en réseau, comment on fait, etc., etc. Il y a tellement des vidéos bien faites qui aident à la compréhension. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans une logique. Au contraire, on se demande même est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux de s'appuyer sur ces facilités technologiques pour enseigner la technologie, au lieu de rester dans une logique, on va dire, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on continue nos enseignants, on vous fait confiance et on vous demande de vraiment d'être, c'est comme disait Zido à l'instant, d'évoluer aussi avec le temps, d'apprendre des étudiants, mais de permettre à nos étudiants de disposer d'astuces, de techniques, de tutorats, des choses pour leur permettre de progresser malgré des contraintes. Peu importe ces contraintes-là, donc il y a moyen de faire avancer les choses. Alors, avant de passer la parole à notre cher collègue Glaudel Mésilas, il y a un collègue, Lamo Michelet, qui a posé qui veut revenir sur la question des paiements. Michelet, comme tu viens de te connecter, et on a déjà démarré, mais le processus va être un processus progressif, parce que compte tenu du fait qu'il y a des impondérables, des choses il y a des retards, on va dire, des aléas qui ne dépendent pas de nous, mais on a déjà lancé le processus et on continue. Donc voilà, donc on demande à nos collègues bon, de toute façon, les changements étaient annoncés, mais de nous supporter, de supporter ce projet-là, d'autant plus que c'est un projet qui n'a pas encore de financement extérieur autre que les frais de scolarité des étudiants. Donc, on est un peu pour l'instant en train de monter en régime. La pression est au maximum et au fur et à mesure, on y est presque. Mais des collègues, malheureusement, tout le monde n'est pas encore touché par cette action-là. Mais ça arrive, ça viendra et je suis sûr que comme on connaît la sociologie haïtienne, les gens attendent le dernier moment pour dire que finalement je m'inscris et tout. Donc, comme on a repoussé les dates, donc c'est pour ça qu'on a ce retard-là. D'accord, on s'en excuse et on demande aux collègues vraiment, de toute façon, je suis sûr, puisqu'on a arrêté au niveau du conseil d'administration et on n'aura pas d'autres changements en termes de date. Pour démarrer avec les cours, pour voilà tout et tout. On ne va pas reculer, peut-être, alors, excepté pour la L1, première année de licence, d'accord? Eh bien, donc, du coup, on est
sûr que tout va rentrer dans l'ordre d'ici la fin du mois d'octobre. Mais on ne doit pas attendre la fin du mois d'octobre. Comme on a dit, c'est progressivement, au fur et à mesure, on essaie de liquider ces dettes-là. Alors, cher collègue Claudel, il avait la main levée. Je ne sais pas si... Claudel Mézilas? Oui, alors. Oui. Oui, alors. Oui, bonsoir, on t'écoute. Bonsoir. Il y a un petit bruit de fond, je ne sais pas si... Oui, c'est parce que je suis dans un restaurant à New York. Ah, d'accord. Là, on t'entend bien. C'est bon, c'est bon. Donc, j'ai dû entrer quelque part pour suivre la réunion. Ça me fait plaisir. Et d'abord, il y a... Comment on peut savoir si les étudiants sont à distanciel ou en présentiel? Oui, cher Mézilas, il faut tenir le micro. Il faut voir là. Merci. Voilà. Je demande comment savoir si tous les étudiants sont à distanciel ou en présentiel. Est-ce que vous pouvez informer le professeur si les étudiants sont à distanciel ou en présentiel? Est-ce qu'il y a aussi possibilité pour moi de faire certains cours en présentiel? C'est la première question. La deuxième concerne la part des étudiants au cours. Souvent, les étudiants se sont inscrits au cours, mais ils ne participent pas. Et à la fin, ils demandent un examen d'évaluation. Moi, je dis toujours non, parce que qu'est-ce que je vais évaluer? S'il faut participer au cours, et comment je puis savoir si le cours a été assimilé. Donc, je demande comment résoudre le problème. Ceux-là qui sont inscrits formellement, ils ne participent pas. Et à la fin, ils demandent une évaluation, parce que moi-même, je réponds très de la question à ceux-là qui sont présents au cours. Donc, j'aimerais savoir comment Merci. Voilà. Alors, peut-être le docteur Selimène pourra compléter par la suite. D'abord, il y a une liste d'étudiants. Un étudiant dit que moi, surtout en licence, on est d'accord en licence, mais en master, tout le monde est en distanciel. Tout le monde. En master, tous nos étudiants sont déjà en distanciel. Tout le monde. L'étudiant peut toujours se retrouver dans une antenne de l'IUS et profiter des infrastructures, soit connexion à Internet, soit une salle, etc. Mais l'étudiant est réputé d'être en distanciel en master. Tous les étudiants sont en distanciel. Or, à l'IUS, on s'était dit que notre offre va s'adresser à des professionnels. Donc, des gens, pour une raison ou pour une autre, qui ne seront pas toujours présents, connectés dans le cours. Voilà pourquoi on demande à nos chers collègues, surtout les collègues en master, de comprendre que les étudiants, même si il y a une absence dans un cours ou dans deux cours, ils sont tenus de se rattraper grâce à l'enregistrement. Autrement dit, c'est pour ça que le docteur Fred Selimène disait qu'il faut annoncer le CC. Par exemple, l'enseignant qui veut faire son CC dans 2-3 jours, eh bien, il dit clairement que dans 2-3 jours, nous aurons un CC. Donc, si un étudiant n'écoute pas l'enregistrement, bien que absent, n'écoute pas l'enregistrement et ne passe pas le CC, c'est son problème. D'accord? Maintenant, ce qu'on demande à nos étudiants, comme on sait que des fois, pour X raisons données, problèmes de connexion et autres, l'étudiant peut ne pas être disponible ou présent. Donc, voilà pourquoi on demande à nos étudiants, à nos enseignants de ne pas octroyer une note officielle de présence. Pourquoi? C'est parce qu'on a dit qu'on a les enregistrements et que chaque étudiant doit pouvoir se rattraper. Par contre, le collègue peut estimer, parce que ça fait partie de l'évaluation, quelqu'un qui participe au cours, on a donné des travaux à faire, on a donné un exposé à faire, etc., etc. Mais l'enseignant, il connaît ses étudiants.
Donc, on ne va pas apprendre à nos chers collègues comment noter, comment apprécier l'implication des étudiants dans telle ou telle chose. Sauf que il ne faut pas, par la même occasion, punir systématiquement à travers une note de présence ceux qui ne seraient pas à même de participer au même titre que les autres. Donc, c'est ça qu'on demande, de ne pas donner une sanction, une note de sanction par rapport à ça. Par exemple, il s'est arrivé, il y a un collègue qui avait décidé de donner près de 30% comme note de présence. Présence 30%. Donc, quand on dit présence 30%, eh bien, on pénalise tout le monde, les étudiants. Pourquoi? Parce que la note de passage à l'IUS est de 65 sur 100. Bon, si on enlève 30% déjà, c'est-à-dire qu'on dit que le modèle de l'IUS n'est pas en distanciel, etc., etc. Donc, voilà pourquoi on demande aux collègues et on va faire passer à chaque fois on va dire, des questionnaires. Heureusement, la base de données qu'on va utiliser est très robuste. Donc, ça veut dire qu'on a la capacité d'alerter. Ce n'est pas pour embêter, c'est vraiment pour qu'on soit alerté nous-mêmes et pour pouvoir alerter les collègues au cas où il y aurait des difficultés. Parce que nous avons le même objectif, c'est de bien former nos étudiants. Donc, voilà pourquoi je pense que oui, on doit trouver des formules pour permettre à ce que tout le monde puisse vraiment développer des compétences. Et je suis d'accord avec toi, cher collègue Claudel, de dire que oui, il faut l'implication des étudiants. Donc, c'est à nous aussi de trouver la bonne formule, mais pas de sanctionner à l'entrée. Et ça aurait vraiment un peu... c'est comme dire que, bon, ben, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas demander à mon cher collègue de se rendre à Port-au-Prince pour ça aurait été un peu, c'est pas que, voilà, mais on ne peut pas faire ça. Vu les circonstances, vu la situation, IUS ne peut pas garantir, on n'a pas de blindés, comme on dit souvent chez nous, et on ne peut pas garantir ça, même si on aurait des blindés. On n'en aurait pas assez pour tout le monde. Vous voyez? Donc, du coup, on doit être vraiment bienveillant et comprendre que, telle que la situation se présente, eh bien, on doit adapter ou s'adapter pour pouvoir vraiment encadrer au mieux nos étudiants. Donc, voilà ce que je pourrais te dire. C'est une réponse assez générale qui prendrait en compte les deux aspects que tu as évoqués. Par rapport à la question précise de Claudel, je ne comprends pas, chers collègues, je ne comprends pas comment un étudiant peut venir te dire le contrôle, c'est toi qui... Il y a 2 contrôles, tu as fait tes 2 contrôles, il est absent aux 2, mais il a 0 ou le débat. C'est ça. C'est ça. Claudel, tu m'as entendu? Oui, je comprends très bien, oui, je comprends, merci. Et si c'est en T1, il y a une date pour cette T1. C'est ça. Il n'est pas venu, OK, la première fois, mais comme c'est en T1 et en rattrapage, eh bien, il vient au rattrapage. Mais s'il n'était ni à la première session, ni à la deuxième session, qui est la session de rattrapage, s'il est nul en deux, il a 0, c'est tout. Il n'y a plus de débat. Le débat est clos. Et en CC, c'est bon d'annoncer les CC avant de... Voilà, pour ne pas non plus sanctionner à l'entrée. C'est ça qu'on demande à nos collègues. Et je pense que tout le monde a compris. On n'est pas en train de dire à nos étudiants qu'ils ont carte blanche, mais on n'est pas non plus en train de les condamner sur une chaise électrique. Et on ne va pas faire ça. Il faut bien que les uns et les autres relisent les consignes. Et puis, vous allez, je crois qu'après cette discussion, tout ça, les choses vous apparaissent un peu plus simples, j'espère. Et puis, vous pouvez relire pour vous faire une synthèse. Même pour les CC, vous avez la main. Un étudiant n'est pas là pour la première, n'est pas là pour la deuxième. Je ne vois pas en quoi vous êtes obligé, si l'étudiant se rapproche de vous, c'est vous seul qui êtes capable d'apprécier
si vous prenez en compte ou pas. Voilà. Très bien. Bon, comme il n'y a pas de main levée, comme on est entre nous, entre enseignants, je dois vous annoncer que, alors, vous donner quelques informations, hein, mais qui ne concernent pas le côté uniquement enseignement académique, ça va concerner la recherche. Donc, je sais que parmi vous, il y a des collègues qui sont très intéressés, très versés, hein, dans la recherche. Donc, sachez que nous avons déjà, alors je vous invite à lire, à télécharger, à lire la programmation pluriannuelle concernant la recherche avec les 4 axes de recherche qu'on a au sein du laboratoire CRS, d'accord? Et nous aurons bientôt les premiers ouvrages qui seront publiés, j'espère, premier trimestre 2025, d'accord? Hein? Et il y a des collègues qui seront invités à co-signer des chapitres d'ouvrages avec, avec leurs étudiants. D'accord? Donc, on est dans cette dynamique de recherche et donc je vous invite tous, ceux qui souhaitent travailler ou bien être, parce que je sais que des fois vous avez d'autres occupations, hein, eh ben, vous pouvez être chercheur associé du CRS, etc., pour vraiment qu'on développe aussi la recherche. Parce que malheureusement en Haïti, certes, le côté académique, enseignement, c'est fondamental, mais la recherche est aussi fondamentale. Donc voilà, donc à l'IUS, on a lancé les hostilités d'une certaine manière, hein, et donc on compte sur chacun d'entre vous. De toute façon, il y aura des projets et donc vous serez informés et n'hésitez pas, hein, vraiment à vous impliquer également au niveau de la recherche pour qu'on puisse vraiment faire avancer les choses. Voilà, donc Wilson, tu as la main levée. Oui, merci, docteur. Je voudrais savoir comment est la situation du côté des préinscriptions au niveau de Jérémie. Est-ce que cela augmente? C'est toi qui devrais nous dire ça. Oui, mais c'est pas là qu'on va te répondre. C'est toi qui dois nous dire. On ne va pas te répondre là tout de suite. Donc, tu sais bien que tu peux... D'ailleurs, tu as la main comme tout le monde, hein, pour voir l'évolution des... Tu as les sheets de préinscription, mais tu peux toujours faire un petit point avec moi ou avec Fred Selimène pour regarder l'évolution. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas te répondre là, puisqu'il faudrait faire une démonstration. Pour les collègues, malheureusement, c'est pas trop... Hein, c'est pas... ça ne va pas être trop utile à cet endroit-là. Hein? D'accord? D'accord, d'accord. Mais oui. Voilà. Bon, ben, chers collègues, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais vous remercier, mais avant, je passerai la parole au responsable académique, avant moi-même de mettre fin à cette réunion. Docteur Fred Selimène. Ah, il y a le responsable de la recherche, Nelson Sylvestre, qui est là. Excuse-moi, Fred, hein, désolé. J'aimerais bien que j'ai fait exprès d'annoncer les couleurs, mais Nelson, je pensais que tu n'étais pas là. Bon, j'ai parlé trop vite. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux saluer tout le monde? Alors, je rappelle que je ne vais pas parler de 3 mousquetaires, puisque nous sommes... mais il y a effectivement le responsable de recherche, en plus du responsable académique que tout le monde connaît. Nelson? Oui, et bonsoir tout le monde. Ça, c'est un grand plaisir. Je suis là, oui, ça fait belle lurette, Christophe. Je n'avais pas fait attention. Et je vois que tout se déroule très, très bien alors que je suis là et à vous écouter. Et au besoin, je pourrais prendre la parole. Merci aux collègues d'être là, d'être présents et d'avoir à faire des questions aussi pertinentes. Merci bien. Voilà, merci Nelson. Fred, donc on ne va pas retenir les collègues trop longtemps, d'autant plus qu'on aura une autre rencontre. Déjà, c'était pour remercier tous les collègues qui sont
ont vu un intérêt à venir écouter et nous essayons de renouveler l'expérience encore une fois l'année prochaine avant la rentrée ou à la fin de l'année, surtout si sur le modèle académique, sur le modèle numérique qu'on est en train de faire évoluer. S'il y a du nouveau, on pourra toujours faire part aux collègues. Donc, les remercier d'être venus, nombreux, et leur dire s'il y avait des choses qui leur ont échappé, ils peuvent toujours, comme d'habitude, m'envoyer un petit message et je répondrai. Et ils peuvent relire la note de consigne que j'ai mis dans mon mail. Ils peuvent se relire tout ça. Et puis, voilà, on reste à l'écoute. On n'est jamais fermé pour répondre aux questions. Voilà. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc merci à tous. Vraiment, ça a été un plaisir. Je vous promets l'enregistrement qui sera sur la IUS Digital bientôt. D'accord? Je vais mettre cet enregistrement dans IUS Digital au cas où quelqu'un voudrait revenir également sur tout ce qu'on a dit. Mais vraiment, je suis très fier de toute l'équipe. Et j'ai hâte de retrouver Mimsab au niveau soit du conseil d'administration ou du conseil académique. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, voilà. Mais ce sont les pairs qui décident de qui va les représenter au sein des conseils. Donc, voilà. Donc, j'espère que lors des élections, Mimsab, soit il va se porter candidat ou il va appuyer, supporter un candidat. Donc, merci encore à tous et je vous souhaite vraiment une bonne année universitaire. C'est vrai que c'est pas évident, mais on ne doit rien lâcher. Donc, merci encore et on reste en contact au cas où vous avez des questions. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. J'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée.